Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est la première fois que je parle devant une foule aussi nombreuse qui est venue pour m'écouter. Fait que c'est à la fois un peu intimidant, je dois l'avouer, mais c'est en même temps assez réconfortant de se sentir autant entouré par un petit matin d'hiver frisquet comme aujourd'hui. Quand on m'a demandé de venir vous parler, on m'a demandé de vous parler de changement. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'était de poésie. C'est sûr qu'il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui me connaissent ou de nom ou de réputation, surtout pour avoir été moins comme poète, moins comme chercheur, moins comme la façon dont on me présentait tout à l'heure, mais davantage comme le barbu qui était dans l'espèce de soude jaune de banane rebelle pendant les manifestations étudiantes en 2012. C'est peut-être même pour ça que vous êtes venus, curieux de voir ce qui se cachait en dessous de ce costume-là. J'aurais pu vous parler du printemps 2012, d'espèce de grand vent de changement qui a soufflé à ce moment-là sur le Québec, de l'impact que ça a eu sur moi, que ça continue d'avoir sur moi, de l'impact que je pense que ça a eu sur la société, que ça peut encore avoir sur la société. J'aurais pu le faire, mais j'avais quand même plus envie de vous parler de poésie. Et surtout, de la poésie comme vecteur de changement. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Parce que la poésie, bon, vous ne le savez pas encore, vous ne me connaissez pas tant que ça, mais la poésie, elle prend une place infinie dans ma vie. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi de toutes sortes de façons. Dans ma pratique d'écriture, c'est certain, parce que bon, je suis écrivain, ça m'arrive d'écrire des poèmes, de publier des poèmes, mais même quand j'écris de la prose, quand j'écris du roman, il y a toujours de la poésie quelque part, d'une certaine façon. Et vous allez comprendre un peu de quel type de poésie au fil de cette petite conférence. La poésie est toujours là, autant dans mon écriture que dans mes recherches universitaires aussi. Je suis rendu au doctorat en création littéraire à l'Université Laval, j'ai fait ma maîtrise, puis l'essentiel de mes recherches portait sur la poésie ou en plus particulièrement sur les rapports entre la prose et la poésie, entre le prosaïque et le poétique. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années sur le sujet. C'est aussi extrêmement important pour moi dans ma vie de lecteur. Parce que quand on aime la poésie, habituellement, on lit de la poésie. Il y a des poèmes qui m'ont marqué tout au long de ma vie. Jeune adulte, je pense que c'est quand j'ai découvert Roland Giguère dans un récital en Québec ici, que là, je me suis mis à vraiment... La poésie me touchait d'une certaine façon. Puis je me rappelle que tout seul, dans mon appartement, le soir, je me déclamais, je me lisais à moi-même un poème de Roland Giguère qui s'appelait « Continuer à vivre », puis qui, à ce moment-là, m'aidait vraiment à continuer à vivre, me donnait un souffle qui me manquait dans certains moments. Mais je vais vous parler d'une lecture particulière pour que vous compreniez, pour que vous mesuriez un peu l'impact que peut avoir la poésie sur quelqu'un, en tout cas l'impact qu'il y a eu sur moi. Et pour moi, ma découverte poétique, mon choc poétique, c'est la poésie de François Dumont, que vous connaissez peut-être, qui enseigne ici la littérature à l'Université Laval, qui a publié 2 recueils, un de jeunesse et un en 2005 qui s'appelle Brisure. C'est une toute petite plaquette composée de 144 poèmes. Chacun des poèmes est constitué d'un alexandrin, donc un vers de 12 syllabes, mais qui va être coupé en deux. Chacun de ces petits poèmes est un alexandrin fracturé. Un jour, j'ai acheté ce recueil, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire un poème, 2 poèmes, 3 poèmes. Au 6e poème, qui se lisait comme suit, je vais être sûr de ne pas de le citer comme il faut. Tu comptes sur l'élan de tes visées obscures. En lisant ce poème-là, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Gros sanglots, les grosses larmes qui se mettaient à couler, je reniflais comme si on m'avait annoncé la mort de quelqu'un ou je venais de découvrir ce que j'avais cherché toute ma vie. Je me suis mis à pleurer infiniment. Ça m'a pris un peu au dépourvu, je dois avouer, je ne m'attendais pas à pleurer en lisant ça. J'ai repris mon souffle, j'ai continué. Le poème suivant. Présence pleine, tu as ce souvenir en creux. J'ai recommencé à pleurer comme un bébé, fontaine dans ma salle de bain. Bon, ma lecture du recueil s'est faite comme ça. Je l'ai lu d'une traite. Alexandrin entrecoupé de sanglots, sanglots entrecoupés d'alexandrin. Ça m'avait vraiment rentré dedans. Et là, on peut remarquer une chose, c'est que la poésie n'a pas le même effet sur tout le monde. Parce que je vous ai dit, moi, j'ai fondu en larmes. Là, je n'ai même pas vu un seul fondre en larmes parmi vous en ce moment. Il y a une question de contexte, mais il y a aussi une question d'effet. On est touché différemment par la poésie. Et même, là, je vous disais à quel point la poésie est importante dans ma vie, à quel point elle me touchait, à quel point elle me brassait. Mais pour plein de gens, la poésie, c'est rien. Ça laisse indifférent. Peut-être même qu'il y en a plusieurs parmi vous qui n'avaient jamais lu un poème, ou quand vous l'avez lu, vous vous êtes dit, bon, voilà, quel amas de mots étranges, quelle
perte de temps, pourquoi aussi peu de mots dans une page, ça ne m'intéresse pas, vous l'avez tassé. Il y a une immense indifférence dans le monde aussi par rapport à la poésie. Pourquoi ce paradoxe-là? Bien, je pense que la réponse réside dans... En fait, je vous pose une question, je vais y répondre, puis vous allez tout découvrir ça. Qu'est-ce que la poésie, en fait? Comment fonctionne la poésie? Ces effets reposent sur, à mon avis, sur la double nature du langage, la langue qu'on utilise tous les jours. Cette langue-là est à la fois un outil et une prison. C'est un merveilleux outil parce que c'est évidemment ça qui nous permet de communiquer, d'échanger. C'est le fait d'avoir une langue, de s'entendre sur le sens des mots, la syntaxe et tout, c'est un peu ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Quand vous avez lu le mot conférence, vous saviez un peu à quoi vous attendre, vous aviez envie de venir, d'être là. Et là, je vous parle en ce moment en utilisant les mots de la langue française, la syntaxe de la langue française, et on peut échanger. Je peux vous dire des choses et vous comprenez. C'est quand même un outil intéressant. La langue nous donne prise sur le monde. Elle nous permet de savoir dans quel univers on est, d'en parler, d'agir sur lui, parce qu'on a des mots communs partagés pour le décrire. Mais la langue, c'est aussi une prison. Pourquoi? Parce que la langue, dans laquelle on baigne constamment, quotidiennement, elle nous fait croire, on en arrive à croire que cette langue-là se confond avec la réalité. Que la langue peut tout dire, tout décrire en toutes circonstances, puis qu'il s'agit simplement pour nous de la connaître, de maîtriser ses règles pour pouvoir tout dire, tout ce qui peut être vécu comme expérience humaine. Or, ceci est absolument faux. Il existe sur la Terre en ce moment environ 7000 langues différentes qui sont parlées dans toutes sortes de cultures, certaines évidemment plus que d'autres. Mais chacune de ces 7000 langues-là est un filtre qui s'impose entre la conscience de l'individu qui la parle et le monde qui l'entoure, et la réalité qui l'entoure. Est un filtre, est une grille qui vient s'imposer entre sa conscience et le monde. Quand je dis grille, ça a l'air froid, on a l'impression d'avoir un quadrillé de métal qui s'abat sur le monde. Ce n'est pas exactement ça. Moi, ce que j'aime imaginer, c'est l'équivalent d'une carte géographique. Vous pourriez imaginer voir la Terre de haut, flotter au-dessus des nuages ou au-dessus du paysage et voir les océans, l'eau, le territoire, la forme des continents. Voilà le monde tel qu'il est. Et là, chaque langue vient agir comme une carte géographique humaine, conçue par des humains, qui vient découper ce paysage-là, qui va identifier, OK, là c'est un fleuve, là, ça change. C'est plus un fleuve, c'est devenu un golfe. Il y a une espèce de frontière qui nous permet de nommer les choses différemment, qui vient découper l'univers en toutes sortes de parcelles, comme si c'était des pays, des régions, des villes, qui nous permettent de découper le monde comme ça. Et chacune des langues vient découper le réel d'une façon différente. Chacune de ces langues-là donne à ceux qui la parlent une compréhension commune du monde. On peut s'entendre sur l'univers dans lequel on vit, donc on peut développer une culture commune, on peut communiquer, bon, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il est faux de croire qu'une langue décrit la totalité de l'expérience humaine. Et même, j'irais plus loin en disant que si on mettait même toutes ces langues-là ensemble, ces 7000 langues-là ensemble, elles ne définissent pas la totalité de l'expérience humaine. Pourquoi? À cause de la façon dont fonctionne le cerveau humain, de la façon dont notre cerveau s'est développé avec le temps. J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler de l'existence du cerveau gauche, cerveau droit, du fait que notre cerveau est divisé en deux hémisphères qui fonctionnent différemment. Ça, c'est extrêmement populaire. Dans la culture populaire, on entend souvent parler de ces différences-là. On associe le cerveau gauche à un esprit plus rationnel, plus cartésien, aux sciences. Le cerveau droit à ce qui est imagination, un tempérament plus artistique, à l'intuition. La réalité est évidemment plus complexe que ces simples divisions-là, mais des recherches en sciences cognitives, avec des analyses du cerveau, tout ça, ont quand même réussi à démontrer des choses extrêmement intéressantes. C'est que le cerveau gauche et le cerveau droit nous proposent à notre conscience deux mondes complètement différents. Chacun de ces hémisphères-là gère les données sensibles autour de façon complètement différente. Le cerveau droit, ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose le monde tel qu'il est perceptible directement, par nos sens, tel qu'il est, autour de nous. C'est comme si le cerveau droit nous plongeait dans un univers de sens qui n'est pas encore défini par le langage, qui n'est pas encore découpé par le langage. Il nous propose un monde qui est toujours nouveau, toujours vécu comme une nouvelle expérience. Tout est à apprendre, tout est nouveau pour le cerveau droit à chaque instant. Le cerveau gauche, lui,
il va gérer un monde représenté. C'est le monde de l'expérience, mais accumulé, stocké dans notre mémoire, prêt à être utilisé. C'est le cerveau qui gère les codes, les systèmes, qui nous permet d'accumuler des connaissances. C'est le cerveau gauche qui gère les données de la langue, prêtes à être utilisées. Deux autres choses intéressantes que les recherches ont démontrées, c'est que le cerveau gauche est dominant, celui qui gère les données de la langue. C'est toujours lui qui a le dernier mot. Sauf que le cerveau droit est toujours prioritaire. À chaque moment de notre vie, en toutes circonstances, c'est le cerveau droit qui intervient en premier, toujours. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant un instant, pour chaque individu, dans n'importe quelle circonstance, la prison du langage n'existe pas. On vit le monde tel qu'il est dans tous ses possibles, ses représentations possibles. Je reviens à la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Que fait le poète? Le poète, c'est celui, ou la poétesse, que vous voulez, celui qui pratique la poésie. Le poète, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre conscience de cet instant-là, avant le langage, où il est en connexion directe avec le monde. Il va prendre conscience à ce moment-là, il va le vivre intensément, il va en garder des traces. Et il va chercher non seulement à garder des traces, mais il va chercher à l'exprimer, à le partager avec les autres êtres humains qui l'entourent par les moyens du langage. Ce que fait le poète, en fait, j'ai parlé de François Dumont tout à l'heure, puis il y en a un petit poème dans son recueil qui décrit exactement ce que je veux dire. Il dit « Tu cherches par des mots cela qui leur échappe ». Et c'est à mon avis la meilleure définition de ce qu'est la poésie. Chercher à exprimer des mots, quelque chose qui ne sont pas faits pour dire, quelque chose qui va au-delà de ce que les mots peuvent dire. Et pour le poète, pour faire ça, mais il va être obligé, il ne peut pas prendre la langue telle qu'elle est. Il va être obligé de la tordre, la langue, de la transformer, de jouer avec elle pour essayer d'y faire dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit encore, quelque chose qu'elle va dire pour la première fois. Ça va évidemment donner un texte plus ambigu, plus difficile à cerner pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui vit, qui est plus habitué de fonctionner avec son cerveau gauche, va tomber là-dessus, il ne va rien comprendre, il peut rester complètement indifférent à ça. Mais ce que peut faire la poésie aussi, c'est qu'elle peut reconnecter le lecteur avec cette partie-là de son cerveau droit qu'il reconnecte avec une expérience directe du réel. Peut lui redonner quelque chose qui lui appartient déjà, finalement. La poésie redonne à son lecteur un pouvoir qui lui appartient, un pouvoir qui est en chacun de nous, en fait. Elle lui restitue le monde de possibles qui vit à l'intérieur de lui. Ce que je viens de dire de la langue, on peut l'étirer bien au-delà de la langue, justement. Parce que le cerveau gauche gère les données de la langue, mais il gère aussi tous les codes, tous les systèmes de grilles, de normes qui nous permettent de donner sens au monde, de fonctionner dans l'univers. Que ce soit le langage des sciences. Chaque science, chaque domaine finit par développer aussi son langage. Quand vous êtes entre collègues, quand vous êtes entre gens qui partagent une même culture, un même domaine, vous avez un vocabulaire, vous avez une façon partagée de voir le monde. C'est une grille, c'est un code qui vous donne une certaine vision du monde. Ça, chacun en a. Chaque science a son langage. C'est aussi ce qui gère tout ce qui est convention sociale, habitudes, normes. Vous êtes venu ici tout à l'heure, puis vous veniez assister à une conférence dans le cadre des matins créatifs. Bien, vous attendiez à voir ce qui se passe présentement, à voir quelqu'un qui était devant vous en train de vous parler. C'était normal pour vous de vous asseoir, d'écouter, d'échanger un peu avant que ça commence. C'est des systèmes de normes acquises qui nous permettent de fonctionner. Si on n'avait pas ça, bien, peut-être que vous ne seriez pas ici, premièrement, ou il y en a peut-être qui sauteraient, qui batifoleraient dans les rochers ici, ou qui sauteraient par les fenêtres. Des normes nous permettent de fonctionner, sont utiles, sont essentielles à la vie en société. Ça nous permet de développer des connaissances. Ça nous permet d'enseigner des connaissances aussi, de ne pas perdre à chaque instant ce qu'on acquiert comme expérience, de pouvoir la partager avec d'autres pour que ça se perpétue, qu'il y ait une certaine évolution dans la société. Ça nous permet de développer des outils, des technologies qui sont de plus en plus précises, de plus en plus puissantes, parce qu'on a prise sur elles. Le danger, par exemple, quand on vit trop à l'intérieur d'un code, c'est de perdre conscience du fait que c'est un code, justement. De perdre conscience du fait que ce code-là a des limites, qu'il y a des faiblesses dans ce système-là. Ou on les voit,
On les voit, ces faiblesses, on les voit, ces limites-là, mais on les considère comme insurmontables, comme impossibles à dépasser parce qu'on dit que c'est ça la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Le danger, c'est de s'enfermer dans un certain point de vue et de juger complètement irréaliste, complètement impossible des idées qui ont pourtant énormément de sens dans un autre système de pensée. Ce que ça fait, s'enfermer dans notre code, c'est que ça nous empêche d'envisager un véritable changement. Parce qu'on va toujours fonctionner à l'intérieur de la même bulle, à l'intérieur de la même grille. Et on n'envisage même pas la possibilité d'en sortir, de la changer. On n'envisage même pas la possibilité qu'un autre monde est possible à côté. Et ça, ça forme un ensemble assez vaste de notre société, des espèces d'empêcheurs de rêver en rond qui n'arrêtent pas de nous, en qualifiant chacun de nos projets d'utopie, d'irréaliste, s'enferment dans un monde et condamnent tous les gens qui fonctionnent avec eux à vivre dans ce monde étriqué-là. C'est le problème de tous les gens qui confondent leurs propres œillères, finalement, avec la réalité complète. À mon avis, si on veut envisager la possibilité d'un vrai changement, et quand je dis vrai changement, je me sens comme un politicien, d'un vrai changement, là, pas un changement de politicien qui change 2 virgules à l'intérieur du même code, qui finalement ne change rien au code général de l'économie là, auquel il s'identifie complètement. C'était même pas dans mon texte. C'est le moment où je sors de mon code, pour vous en dire un peu plus. Si on veut provoquer, si on veut envisager la possibilité d'un vrai changement dans n'importe quel domaine, il faut prendre le chemin de la poésie. Le chemin de la poésie, ça implique quoi? Ça implique de reconnaître qu'en chacun de nous, il y a un monde possible qui demande juste à s'exprimer. Prendre le chemin de la poésie, ça veut dire pas hésiter à bousculer les règles, à tordre les codes avec lesquels on a appris à fonctionner au quotidien. Comment ça peut se passer dans une vie? Ça peut se passer de plein de façons. Pour moi, le chemin de la poésie, ce n'est pas juste de lire des poèmes ou d'écrire des poèmes. Ça peut se passer, on est sur le chemin de la poésie chaque fois qu'on développe notre capacité d'attention, qu'on accorde une importance à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à nos intuitions, aux images qui nous envahissent des fois, sans qu'on sache trop comment les nommer. On en vit tous des moments comme ça qui nous sortent du quotidien, on ne sait pas trop décrire ce qui se passe, on a l'impression de voir le monde différemment, mais on manque de mots pour le dire. On peut cultiver ça. On peut cultiver les images qui nous habitent sans qu'on sache trop pourquoi. Je donne un exemple. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par l'image du chevalier. Comme bien des enfants, on est fasciné par l'image du chevalier, par ce qu'il représente. Ça fait qu'enfant, j'ai joué, je me suis déguisé en chevalier, j'ai joué à Donjon Dragon, j'ai incarné des personnages de chevaliers, j'ai lu des histoires de chevaliers. Mais cette image-là du chevalier, elle a continué de me suivre. Je n'ai pas dit, cette image-là, c'était l'enfance, c'est fini, je passe à d'autres choses. Elle est restée. Ce qui fait que dans chacun de mes romans, il y a un chevalier quelque part. Il revient d'une façon différente. Je réinterprète cette image-là du chevalier différemment parce qu'elle joue toujours. Elle me dit que cette image-là me parle. Je ne sais pas encore ce qu'elle veut dire exactement, mais je la laisse là, je la cultive. J'essaie de la faire venir au monde. D'une certaine manière, on peut même dire que quand je mettais mon armure jaune de banane rebelle puis que je descendais dans les rues, il y avait quelque chose du chevalier aussi. C'était pas, j'ai pas mis une armure médiévale, puis je me suis pas mis à taper sur des policiers avec une épée en acier. Mais il y avait quelque chose du chevalier, l'idée de revêtir une espèce d'armure pour aller défendre une cause qu'on juge juste. On juge qu'il y a une injustice et on va prendre position, on va la défendre. Joindre à une foule, se joindre à un combat social. Puis de réfléchir au fait que cette image-là me suit depuis l'enfance, mais ça me permet de continuer à donner sens à ce qui se passe dans ma vie, que ce soit autant sur le plan de l'écriture que là, dans un engagement plus social, disons. Ça peut aussi être juste pour vous, pour nous, adultes, qui à un moment donné choisissons un métier, choisissons un travail, de se rappeler de ce qui nous a motivés au départ à choisir cette vocation-là, ce métier-là. Parce que souvent, ce qui arrive dans la vie, on choisit une direction et après ça, il y a des désillusions. Le métier qu'on fait n'est pas exactement ce qu'on pensait. L'idée de la désillusion est assez fréquente chez les adultes aujourd'hui. On peut considérer comme ça que le code, la vérité qu'on nous a appris dans notre métier, est plus vrai que ce qui nous a motivés. On peut le vivre comme une désillusion. Mais pourquoi pas aussi essayer de se souvenir de pourquoi on a choisi ce métier-là, pourquoi on a choisi ce travail-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ce mouvement-là qui nous animait, qui pourrait nous permettre de changer de l'intérieur
les codes, les normes de ce qu'on nous demande de faire, du travail qu'on est en train de faire? Est-ce que ce qu'on avait au départ ne pourrait pas nous permettre de changer le système dans lequel on a appris à fonctionner maintenant? On est aussi sur le chemin de la poésie quand on refuse de vivre dans un seul code, de fonctionner avec un seul code. Quand on décide de les faire se rencontrer, de les faire se fracasser, de les faire s'affronter, ça peut se passer de plein de façons différentes. Quand j'ai écrit mon dernier roman, Todra, j'ai choisi volontairement de multiplier les langues et les niveaux de langue. Il y a de l'innou, il y a du français qui se rencontrent. Il y a une langue très riche qui se gorge d'à peu près tout le vocabulaire de la langue française, québécoise qui est là, mélangé avec des phrases en parler très, très populaires où j'ai essayé de rendre l'oralité des personnages. Il y a des niveaux de langue, il y a des langues différentes qui s'affrontent. Parce que quand on fait se rencontrer les codes-là, bien, on mesure les limites de chacun, puis en même temps, on voit ce qu'ils peuvent se donner les uns les autres, la façon dont ils peuvent s'éclairer les uns les autres. Ça peut être le cas aussi en art où la multidisciplinarité devient de plus en plus importante. C'est le cas dans les recherches scientifiques aussi. Moi, quand j'étais en littérature, à la maîtrise puis au doctorat, bien, je ne me suis pas contenté des études littéraires. Ce que je vous raconte un peu aujourd'hui vient de là. Je me suis aussi nourri de philosophie, par la phénoménologie en particulier. Je me suis aussi nourri de neurologie, comme je l'expliquais, avec ces recherches-là, ces assemblées de recherches-là sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Ça se passe dans plein de domaines de la vie où on essaie de fracasser les disciplines, de les faire se rencontrer. Sur un plan plus personnel aussi, ça peut être juste de nourrir des amitiés avec des gens qui sont complètement différents. Quand à un moment donné, nos amis viennent tous du même milieu social, bien, on vit dans une vision de la vie, puis on considère que c'est ça la vérité. Mais c'est plus compliqué que ça. Si on gagne 70 000 par année, mais qu'on a un ami punk qui vit dans la rue, bien, peut-être que ça va enrichir un petit peu notre conscience de c'est quoi le monde, c'est quoi vivre, c'est quoi une vie humaine. Nourrir ces amitiés-là, pas les perdre de vue, arrêter de flusher systématiquement sur Facebook tout le monde qui ne pense pas exactement comme nous. C'est une façon de garder quelque chose de plus vivant, plus actif. On est sur le chemin aussi de la poésie quand on joue avec le code, volontairement, qu'on s'amuse avec le code. On ne sait pas encore ce qu'on va trouver, mais on joue avec les règles pour voir ce que ça va donner. Je me rappelle avoir vu des pièces de théâtre ici à Québec qui faisaient exactement ça. Une pièce, il y a un an et demi, qui s'appelait Dans le bois, qui était une pièce qui était écrite pour être jouée par un homme et une femme. C'était sur un couple qui passait une fin de semaine dans un chalet. Mais eux autres ont décidé de jouer cette pièce-là, mais en le faisant jouer par un couple homosexuel, en changeant juste là, ce qui pouvait créer une ambiguïté. Mais quand c'est un homme qui dit un texte qui est d'abord destiné par une femme, il y a une rencontre qui se fait, il y a quelque chose d'étrange qui se crée, puis le personnage gagnait une espèce de subtilité, de nuance, de profondeur qui était fascinante. La même chose au Trident, quand j'ai vu une pièce qui s'appelle « Chante avec moi », le même automne. D'habitude, une pièce de théâtre, on a un texte, on a des répliques, on a un échange. Quand ils ont fait cette pièce-là, ils ont décidé de prendre une courte chanson, quelques phrases à peine, et de le répéter sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, sans cesse, de plein de façons différentes. Et là, ce qui ressortait de ça était, à mon avis, une des choses les plus fortes que j'ai vues au théâtre dans les dernières années, où on voyait comment naît, comment vit, comment meurt n'importe quelle idée, à travers tous ces états, finalement, à cause de la façon dont était interprétée cette courte phrase, parce qu'on jouait avec les règles du théâtre. Ça peut être très simple aussi dans la façon de changer nos habitudes au quotidien. Pas prendre exactement le même chemin pour aller travailler, pas faire exactement la même chose chaque vendredi soir, décider qu'on se coupe d'Internet pendant une seule journée. Parce qu'à chaque fois qu'on bouscule les règles, qu'on bouscule les habitudes, on s'ouvre aussi à nos intuitions, on se reconnecte avec cette qualité d'attention qu'on cherche à développer. C'est un travail qui se fait des deux côtés. À mon avis, il n'y a aucun véritable changement qui est possible si on ne sort pas du moule, si on ne s'arrache pas au cadre, si on ne brise pas les règles, ou au moins si on ne les subvertit pas un peu. Pourquoi? Pour libérer le monde de possible qui, à chaque instant, en n'importe quelle situation, est là, en vous, prêt à s'exprimer. Et ça, mes amis, c'est la leçon de la poésie.